Quand tu as un influenceur qui partage un lien, qui te fait de l'affiliation vers ton produit, c'est tellement plus simple de vendre parce que c'est incarné, alors que toi, tu vas mettre le même pognon pour faire ta com de marque, ça va tomber à côté parce que le juridique aura pas validé ton message, machin, du coup, ça sera moins émotionnel et ça marchera moins. Donc en fait, la logique partenariale, c'est passer un petit peu plus de temps au début et derrière, faire des ventes automatiques. Donc qu'est-ce que tu préfères? Que ça te coûte plus cher au début et qu'après ça soit automatisé, ou alors que ça te coûte tout le temps le même prix? Bienvenue sur Vendu, le podcast pour booster vos ventes. Ici, on parle de prospection, de vente, de closing, de relations clients, de management, mais aussi de mindset. C'est 100% concret. Je suis Laetitia Fall et je vous embarque dans une nouvelle discussion pour rejoindre le top 1% des meilleurs commerciaux. C'est votre dose de culture sales. Bonne écoute. Hello, aujourd'hui je suis avec Flavie Prévost, donc qui est Head of Sales Fractional. Aujourd'hui, elle est très connue aussi également pour son podcast qui est le Board, où on a plus de 300 000 écoutes. Aujourd'hui, elle aide évidemment les boîtes sur la partie sales et notamment, j'ai voulu l'inviter parce qu'elle a un aspect très intéressant de faire rentrer du cash. Notamment, elle va du coup développer toute la partie partenariat. Et c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup, et donc j'ai envie de décortiquer, du coup, avec, Flavie, cette partie-là. Comment tu vas, Flavie? Bah, ça va, je suis trop contente d'être là, moi qui écoute ton C'est podcast, contente. c'est le fan C'est trop club. cool. Trop cool. Bah, moi, je suis trop contente de t'avoir. Tu es une grosse star quand même sur LinkedIn, tu fais beaucoup de contenu et cetera et je trouvais ça trop cool, en fait, qu'on ait pu trouver un sujet, en plus, que dont j'ai jamais abordé. Il y a quelqu'un d'autre qui a envie de parler de ça, donc peut-être plus tard, il y aura un sujet là-dessus. Moi, d'ailleurs, en plus, juste pour, la parenthèse, c'est que j'ai accompagné une boîte et j'avais été hyper étonnée du chiffre d'affaires qu'ils avaient été capables de faire juste sur une stratégie de partenariat et donc du coup, je me suis dit: «En fait, il faut absolument qu'on creuse ça». Du coup, d'abord, présente-toi parce qu'il y a pas mal de gens qui te connaissent pas et pour qu'ils puissent te découvrir. Bah, écoute, merci, donc moi je suis une ancienne head of sales, en grand groupe, tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai envie de dire. Donc moi j'étais, dans ma carrière, j'étais, directrice des opérations, manager régional, à la Poste et ensuite, directrice commerciale pour Sixt France, donc et au Comex également du groupe en France. Donc j'ai vraiment une culture d'entreprise très, très classique, très grand groupe. J'ai managé, pendant 13 ans, des gros réseaux de points de vente, B2C et B2B et je dirais que ma spécialité, ça a été d'apprendre à des équipes qui savaient pas vendre, à avoir une culture commerciale pour, du coup, faire face aux transformations, de la société, développer des résultats commerciaux, intenses et nécessaires pour la croissance des entreprises. Et après, il y a 3 ans, j'ai créé mon podcast en parallèle et puis après je me suis lancée en freelance et donc forcément, qu'est-ce que j'ai fait en freelance pour les entreprises? Ben, plutôt des scale-up ou des startups, ça a été donc de les aider eux-mêmes à go to market, donc à trouver, des clients, notamment des clients C-level, donc d'un bon niveau, pour développer leurs premiers produits, leurs offres et tout ça. Et c'est en faisant ça que je me suis rendu compte que moi, j'avais des techniques de prospection ou de recherche de clients un tout petit peu différentes du commun des mortels et notamment pour cibler ces clients très haut de gamme, qui sont très sollicités. Il fallait faire, ruser un petit peu quoi, avoir des techniques un peu créatives et c'est à ce moment-là que j'ai découvert aussi l'univers des partenariats et voilà, je dirais que ma combinatoire de tout ça, de ma bonne compétence, sales B2B, B2C, mais aussi de voir ces opportunités de marché, c'est-à-dire qu'on est dans un monde de plus en plus concurrentiel, où c'est de plus en plus difficile, de choper des leads qualifiés avec des techniques à l'ancienne, comme de la prospection de masse, m'a incité à développer une nouvelle approche et c'est une approche que je qualifierais de partenariale et on va en parler parce que c'est très, très hot aux États-Unis. En France, je trouve que c'est encore un peu trop méconnu et Bah, j'ai d'ailleurs, plusieurs analyses là-dessus, mais ouais. voilà. Bah, on va en parler justement de ces analyses parce que je sais aux US, tu as quand même pas mal de head of partnership, avec des profils qui sont très bien payés, très valorisés. Alors qu'ici, c'est très rare et quand ils le sont, bah, parfois ils restent 2 ans parce qu'on se rend compte que voilà et justement, alors pour moi, il y avait 2 choses sur lesquelles j'aimerais qu'on commence. Je parle beaucoup de la difficulté de la prospection par email, par cold call et cetera. Là, on voit qu'on est dans une situation un peu compliquée. Le partenariat, ça peut être une solution, mais ce qui est souvent rétorqué, c'est que, on voit pas les résultats tout de suite. C'est Mmh. quelque chose de longue haleine. Donc j'aimerais d'abord que tu puisses un peu nous présenter, justement, nous casser un peu cette idée, heu et voilà, de pourquoi justement, le partenariat pour l'instant, c'est pas vu comme un canal à part entière, comme le cold email, comme le cold call, comme, un salon physique, quoi.
Bah, écoute, déjà, c'est certain que c'est difficile comme technique parce que, c'est une des plus, c'est des plus techniques. Par contre, c'est une des plus rentables derrière, une fois que ça fonctionne. Il y a des boîtes entières qui reposent sur des systèmes de partenariat, de vente indirecte. Par exemple, je sais pas, HubSpot, par exemple, avec tous les intégrateurs, c'est Ouais. phénoménal. J'ai plus les montants en tête, mais c'est incroyable. Donc déjà, quand tu vois ça, tu te dis: «OK, comment tu vas atteindre ce même résultat avec seulement 30 Gugus, dans ton équipe sales?» C'est impossible. Ensuite, c'est génial parce que, bah, les boîtes, elles ont besoin de ça de toute façon pour, développer des features, pour s'intégrer avec d'autres logiciels et tout ça. Donc c'est très, très adapté à l'économie SaaS, qu'on vit. Et puis bon, il y a plein, plein, plein d'autres avantages, mais on va en parler après. Alors pourquoi c'est pas développé? Déjà, c'est pas très connu. Tu vois, faut être un gros geek des sales pour connaître tous ces principes. Alors, écosystème-led growth, nearbound, voilà des mots-clés qu'on voit déjà aux États-Unis depuis 4-5 ans, mais qui sont encore pas trop, je trouve, C'est vrai. médiatisés en France. Enfin, tu vois, il y a pas encore trop de podcasts, dessus et tout. Donc, déjà, faut être un bon geek de la vente pour connaître ça. Donc c'est un Mmh. peu un truc de early adopter. Deuxièmement, c'est moins facile à faire, donc c'est négligé parce que c'est plus difficile. Par exemple, moi je vois des clients qui cherchent des head of partnership, pour des trucs un peu techniques. Ils trouvent personne sur le marché parce que personne ne maîtrise ces compétences. C'est un peu aussi le cul entre 2 chaises, entre les sales et le marketing. Donc ça, on n'aime pas ça dans une boîte, normalement constituée parce que, bah, du coup, qui s'en occupe? Le directeur sales, le directeur produit, le directeur marketing? C'est le cul entre 3 chaises. Donc C'est voilà. vrai et puis souvent, en fait, on donne ce job-là à des head of sales, en fait, en leur disant: «Tu fais du sales et en même temps, tu gères la partie partenariale, à côté quand tu as le temps» et comme c'est pas ton focus parce que ton objectif, c'est de générer du cash tout de suite, du coup, c'est délaissé et on se dit que ça marche pas parce que tu as pas mis tous les efforts là-dessus, quoi. Ensuite, les compétences, comme tu le dis, c'est ça. Un head of sales, il est là pour manager une équipe, il est pas là pour faire du sales. Donc Mmh. déjà, il va pas le faire et un sales, souvent, il est plus junior, donc avoir ce comportement pour négocier des partenariats haut de gamme avec des interlocuteurs parfois de très haut niveau, comme par exemple le CEO d'une autre boîte, il sera pas forcément armé. Et moi, l'avantage, tu vois, c'est que typiquement, j'ai connu ce niveau C-level, mais j'ai aussi des compétences de sales. Du coup, c'est ça que je vais mixer et combiner. Mais forcément, ça donne des postes un peu plus chers qu'un BizDev ou un SDR, en fait, que tu peux acheter, entre guillemets, sur le marché pour pas cher. Et enfin, ce que tu disais sur le cycle de vente, c'est que comme le cycle de vente est plus long, souvent, il dépasse la durée de vie même d'un commercial lambda, quoi, qui va rester 2 ans sur son poste. Et des fois, certains partenaires, il va falloir, les travailler, ça va durer plus longtemps que 2 ans. Par contre, du coup, si ça marche, ça marchera très fort. Mais le problème, c'est un peu le court-termisme des startups. C'est que si tu veux forcément, des résultats là, tout de suite, pour ton prochain quarter, parce que tu viens de lever des fonds et que tu as dit dans ton business plan que tu aurais tant, bah, tu peux pas développer des partenariats. Par contre, si tu penses un peu plus loin que le bout de la lorgnette et que tu réfléchis à 5 ans, les partenariats, ça doit être un must dans ta stratégie. Donc, je vais pas critiquer le court-termisme. Tous les founders sont pas court-termistes, mais tu vois un peu dans l'idée, si tu as un plan Ouais, à très 10 bien. ans, tu te mets une logique de partenariat, alors que si tu veux juste, maximiser, tes chiffres pour ton prochain board, bah, tu t'en fous des partenariats. Tu montes plutôt un nombre de leads, générés par des SDR. OK, très, très, très clair. Du coup, alors moi, ce qui m'intéresse aussi également, alors sur cette partie-là, c'est est-ce que déjà tu as une idée du type de boîte, pour lequel est-ce qu'il y a un type de boîte pour lequel ces stratégies partenariales devraient être intégrées, d'office? Pour d'autres, peut-être qu'il y a plus de limites. Est-ce que tu as une idée de ça ou pas du tout? Ouais, alors, bah, c'est sûr, on a parlé de la SaaS économie. Donc toi, je crois que tu bosses beaucoup dans les SaaS, donc forcément, Ouais. c'est hyper adapté. Pourquoi? Parce que le SaaS, il a besoin, de users, donc en gros, donc de clients qui payent. Donc ça, c'est la vente indirecte et souvent, c'est plus facile de récupérer des users en faisant un partenariat avec un autre SaaS qui a déjà des users, qui payent des factures tous les mois, donc de s'intégrer. Ensuite, un SaaS, il a besoin de features, donc du coup, c'est peut-être plus simple de s'interfacer avec un autre SaaS que de tout développer in-house. Et troisième point, le SaaS, il a besoin aussi de visibilité parce qu'il n'est pas connu. Et du coup, bah, typiquement, faire un livre blanc avec un autre SaaS sur le même persona, bah, tu mutualises tes coûts de marketing. Donc, je dirais que déjà, les SaaS, c'est facile. Enfin, si en gros, ta boîte, même si c'est pas un SaaS, elle a besoin à la fois de branding, de visibilité, de features et de users, bah, le fait de faire des partenariats avec quelqu'un qui est plus grand que toi, ça va te permettre d'obtenir les trois en même temps. Tu vois, alors qu'un sales, il va juste prospecter des clients, mais derrière, il pourra pas forcément leverager ces clients-là pour agir sur son branding ou sa notoriété. Donc ça, c'est le premier point. Après, moi, j'ai vu aussi d'autres choses qui sont intéressantes. Typiquement, quand j'accompagne un client où le persona, il est un peu diffus.
Tu vois? En gros, c'est pas, le DRH, d'une boîte de 50 personnes dans, l'industrie, métallurgique. Donc ça, c'est un persona hyper précis. Quand un persona précis, c'est cool pour prospecter sur LinkedIn avec Sales Navigator, des SDR, des account managers, ça bourrine, tu appelles Laetitia, tu mets en place ton pipeline et voilà. Mais quand tu es early, dans ton go to market, tu n'as pas encore eu tes premiers clients, quand, tes clients, c'est, je sais pas moi, des écosystèmes un peu complexes et tu sais pas qui va t'acheter, à ce moment-là, c'est bien de s'associer avec d'autres partenaires, en fait, pour trouver ces clients-là. Je pense, par exemple, tu vois, la pensée écosystème, ça marche bien pour, les écoles, les incubateurs, ce genre de trucs où ils ont ou les marketplaces, où tu dois à la fois recruter des fournisseurs et des clients. Parfois ça va, du coup, tu as un double pipeline et c'est compliqué. Avec les partenariats, tu peux aller un petit peu plus vite à la rencontre de ton persona. Moi, Voilà. j'avais ça avec C-Cube, mais en fait, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on creuse. C'est-à-dire que j'avais, les responsables de recrutement mais il fallait que j'ai des candidats sur ma plateforme et du coup, on avait, une personne qui s'occupait des partenariats. Du coup, ça me fait penser à ce que tu disais avant, mais cette personne-là était très junior, en fait, au final. Donc c'est-à-dire qu'on devait mettre en place une stratégie de partenariat avec toutes les écoles, à la fois en France et à l'international. Au final, on a été beaucoup plus meilleurs en France. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que finalement, on utilisait ces partenariats pour ramener du candidat sur notre plateforme. Mais en réalité, à chaque fois, ce qu'on disait, mais on disait: «Mais ça pourrait être un levier, de malade mental». Ces écoles sont elles-mêmes en relation avec tous nos personas, tous nos potentiels prospects. Mais on n'arrivait pas, tu vois, à faire ça parce qu'on avait une personne, je pense, en tout cas c'est mon analyse aujourd'hui, trop junior Mmh. et c'était compliqué pour elle d'aller sur la step au-dessus. C'était facile de lui dire, «Vas-y, défends notre solution pour faire venir tes candidats, là, il y a pas trop d'enjeux». Mais comment tu défends quel partenariat, quel type d'offre on pourrait créer pour faire en sorte qu'une école puisse dire à tous les Mmh. recruteurs, heu: «Allez acheter la solution, C-Cube, elle est extraordinaire et quel deal tu peux mettre en place?» Et ça, il faut effectivement, tu vois, un mindset à la fois sales, à la fois market stratégique, donc qui soit capable de mettre en place une offre, comme tu le dis et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, Mais ce que tu dis. exactement et tu vois, je pense à un autre cas, j'avais bossé pour une fintech, fallait, recruter des experts comptables pour ensuite, avoir plus de clients. Enfin, tu vois, c'est une logique un peu de marketplace et là, pareil, il faut un bon niveau, tu vois, pour, faire un des partenariats avec des gros experts comptables de la place, pour leur montrer aussi c'est vraiment ouais, leur montrer les bénéfices indirects à travailler avec toi et tout ça. C'est pas de la vente pure, c'est de la vente sur le long terme. Donc voilà, aussi un exemple de persona où en fait, c'est bien d'avoir une approche partenariale. En fait, chacun a des choses à gagner dans le truc. Après, une autre idée aussi, c'est pour, les petits budgets, quoi. Les budgets, en gros, les environnements, où tu as besoin de frugalité. Là, je te parlais de l'acide des incubateurs. Les incubateurs, ils ont pas trop de thunes non plus, ils ont pas des armées de commerciaux et l'idée d'un partnership manager qui va remplacer un peu, 3 personnes potentiellement, quoi, tu vois? Une en marketing, une en acquisition client et une machin, ça peut être intéressant, surtout au début de la construction d'une activité et d'une start-up. Donc voilà et quitte à payer quelqu'un d'un peu plus senior, il peut prendre un peu ces 3 casquettes et donc voilà, moi j'ai envie de dire, normalement, si tu fais des partenariats bien, tu mutualises des coûts d'acquisition et donc tu les fais baisser. Donc tes CAC, c'est pas, à base de: «Vas-y, je paye pour de la lead generation, je paye pour tout, je paye pour des pubs». Imagine que tu t'associes avec 3 startups de ton domaine sur 3 activités non concurrentes et complémentaires et que vous décidiez ensemble de mettre en place une stratégie partenariale à 3. C'est aussi quelque chose que vous pourriez faire et du coup, bah, au lieu de bêtement recruter chacun, 3 sales, 3 marketing, 3 produits, est-ce qu'il faudrait pas penser écosystème comme ça? Je pense que c'est une façon moderne aussi de gérer une startup plus frugale, plus autofinancée et puis peut-être, ouais, un peu plus créative aussi. Alors c'est pour ça que c'est pas trop connu, c'est parce que, bah, il y a pas 50 ans d'analyse de sales organisation derrière. En tout cas, voilà, c'est je pense que c'est une approche, créative et c'est peut-être mon dernier conseil aussi. Si vous pensez que votre marché, il est hyper saturé de prospection, hyper classique, hyper organisé où genre tous les jours, les DRH, tous les jours, ils reçoivent 50 messages dans leur inbox, LinkedIn à la con sur, le nouveau, talent management, software, je sais pas quoi. Ça, c'est un signe qu'il faut passer par une approche partenariale parce que des gens ultra courtisés, C-level, ne regardent même plus moi, je recevais, chez Six quand j'étais au Comex 70 mails par jour, c'était direct dans mon dossier spam de Outlook en fait, tu vois, de prospection parce qu'en tant que head of sales, tu es aussi hyper, Hyper courtisé sollicité. et prospecté. Alors que si tes partenaires
d'un truc que j'adore, d'un média de confiance que je lis parce que, c'est mon média de référence en tant que professionnelle, d'un podcast que j'écoute, d'un produit que j'utilise, à qui je fais déjà confiance, mais tu as 1000 fois plus de chances que je t'accorde, une once de mon attention et de mon cerveau, voire même après de mon porte-monnaie. Partenaire d'un événement aussi, et c'est pour ça que je te dis que c'est créatif parce que ça croise les ventes, mais aussi un peu l'image, et voilà, et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'en tant que freelance, j'ai fait beaucoup de missions de partenariat, de prospection pour des médias, et donc je cherchais derrière, des tickets d'entrée assez élevés, quoi, 10 000 €, 15 000, 20 000 € pour sponsoriser des médias. Donc c'est de la prospection pure, mais il y a une notion d'image aussi, et il y a une notion de partenariat parce que tu peux pas vendre un sponsoring dans un média si la personne n'est pas déjà convaincue que le média est aligné avec ses valeurs et avec, tu vois, ses objectifs de boîte. Est-ce que tu as des exemples en fait, parce que j'ai l'impression que quand tu dis ça, on a envie d'acheter tout de suite, on se dit: «OK, j'ai envie de recruter mon head of partenaire». Mmh. Mais par contre, est-ce que tu as des chiffres? Parce que c'est ça en fait je pense qui manque. Comme tu disais, on n'a pas des années d'historique en fait sur ce que enfin à part là, tu as donné Oui. un super exemple, hein, HubSpot, c'est incroyable. Mais est-ce que tu as un peu des chiffres clés en tête de types de boîtes qui ont mis en place ce genre de choses et que ça a donné des résultats assez incroyables? Parce que je pense que c'est ça qu'il faut communiquer pour que les gens puissent se dire: «En fait, quand tu décides de recruter quelqu'un, mettre de l'énergie sur quelque chose, C'est clair. bah, voilà, tu vas vouloir avoir comment Mmh. ça fonctionne». Alors comme je disais déjà, tu pas obligé de recruter quelqu'un. Tu peux avoir une approche partenariale avec les gens que tu as, tu vois? Par exemple les founders, mais moi par contre je ferais une task force un peu. Je mettrais le CMO, les founders, le head of sales et puis peut-être, je sais pas, quelqu'un en produit, un product, marketing par exemple, et je dirais: «Voilà, on a une approche partenariale et donc on se fait une team tactique et on y va ensemble. Donc on se fait une vraie stratégie». D'accord? Donc ça déjà c'est frugal, tu pas obligé de recruter. Après, du coup, j'ai des chiffres qui viennent des États-Unis. Donc il faudrait aussi contrebalancer, voilà. Bon, on peut se dire qu'ils sont en avance, peut-être qu'il y a des marchés sur lesquels ça marcherait moins bien. Ça vient surtout des SaaS. Donc vous voyez aussi, toujours pareil, si tu pas dans le SaaS, est-ce que c'est aussi intéressant? Et enfin, troisième truc, c'est que ces chiffres, ils sont créés par des boîtes qui vendent des trucs sur les partenariats. Donc il faut quand même avoir conscience qu'ils sont pas complètement ennemis de leurs propres Yes, intérêts. C'est genre yes. Crossbeam, tout ce qui va être un peu CRM spécial partenariat. Donc, ils ont mis des gros billets pour faire des études, ils ont interviewé des head of partnership, ils ont mesuré les cycles de vente, ils ont mesuré la vélocité dans le pipeline et tout ça pour arriver à certaines conclusions qui, je pense, sont très logiques. Je vais t'en donner 2-3. Apparemment, donc, d'après leurs mesures, les deals, donc ils ont mesuré ça grâce au CRM, hein, donc HubSpot, Salesforce et tout ça, puisqu'on peut voir la vélocité des trucs en fonction de s'il y a des partenariats dedans ou pas. Les deals se concluent 46% plus vite quand un partenaire est impliqué. Donc en gros, lui, ça OK. va il va rendre le truc un peu smooth, il va accélérer. Sans doute, il t'accélère la prise de contact. Donc déjà, au lieu d'avoir 7, 8, 10 contacts, je sais pas combien de déperditions, tu vas arriver directement dans les mains de la bonne personne, de l'interlocuteur en interne, et puis peut-être qu'après, il peut t'accélérer un peu le cycle de vente. Deuxième chiffre qui m'a interpellée, moi, c'est que, généralement, on dit que enfin donc d'après cette étude, 53% de chances en plus de se conclure quand un partenaire est impliqué. Donc non seulement ça va plus vite, mais en plus, bah, ça augmente tes chances de closing. Voilà, donc réduire l'incertitude dans notre contexte, c'est quand même pas mal parce que, bah, Bah, voilà, c'est on la base du closing aujourd'hui. Ouais. voilà. Et après, un troisième point qui est super intéressant, bah, là, on voit bien l'économie SaaS, c'est que si tes utilisateurs sont issus d'un partenariat d'intégration, donc par exemple de 2 logiciels, il y a 58% de chances de churn en moins. Donc, le fait qu'ils Yes. en gros, ils vont moins te quitter, ils vont être plus fidèles, et ça, on n'en parle jamais parce qu'on parle que d'acquisition, mais on sait bien qu'aussi, la clé de succès, je pense, d'une partie des SaaS et des boîtes classiques, c'est, le repeat business, le fait que les gens soient fidèles, et ça, c'est intéressant, hein. Je sais pas ce que tu en penses comme stat, quoi? Ah non, mais alors déjà ta stat, sur la partie vélocité, pour moi, bah, je pense que c'est l'enjeu de tout le monde, donc et ça me paraît un peu logique dans le sens où en fait, si tu as un partenaire, tu arrives forcément à la bonne personne et donc plutôt que de mettre, tu vois, avoir, je sais pas combien de meetings entre le bon meeting, globalement avec les bonnes personnes, bah, je pense que ça va être réduit. Sur la partie, réduire enfin réduire l'insécurité, j'ai déjà fait pas mal d'épisodes là-dessus et beaucoup de contenu. C'est le challenge aujourd'hui, c'est pas l'idée, c'est pas de justement, en fait, tu as plein de gens, ils ont plein de possibilités en termes de d'offres et cetera. Donc
l'enjeu, c'est ça, c'est de dire: «OK, j'ai plus besoin de réfléchir à quel est le truc qui est bien, Mmh. j'ai confiance en ça» et le dernier, pour moi, c'est le plus important parce que tu as dit: «C'est une des clés du business». Pour moi, c'est la clé du business d'avoir un repeat, important. Hem, Moi, je suis assez fan des contenus winning by design et du coup, c'est toujours ce qui est dit, c'est que tu as, ta partie droite et ta partie gauche. On parlait la dernière fois, avec Aurélien sur Vendu. Mais du coup, pour que tu puisses avoir une boîte qui croît, il faut que ta partie gauche, c'est-à-dire, ta partie onboarding, ta partie, expansion soit nickel et c'est la problématique notamment de pas mal de boîtes, de perdre énormément de clients. Sur les boîtes aujourd'hui, il y a le rêve de vouloir faire du PLG. OK, mais du coup, c'est bien de pas avoir besoin de sales, mais si ensuite, tes utilisateurs partent, bah, tu auras un problème. Donc Mmh. pour moi, en tout cas, je trouve que ces chiffres sont enfin, voilà, j'étais assez convaincue de toute façon que je pense qu'une stratégie de partenariat peut vraiment apporter quelque chose, mais là, en tout cas, je trouve ça intéressant que tu apportes, vraiment du chiffre. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est qu'il y a toujours cette question de: «OK, comment on fait?» Tu as déjà répondu un peu à qui pourrait le faire dans le cas où tu as un budget pour, ou dans le cas où tu as pas de budget et du coup, tu peux avoir des gens en interne qui le fassent. Mais comment tu fais? Comment tu commences en fait une stratégie de partenariat? Alors, bah, c'est assez vaste comme question, mais c'est c'est intéressant. Attends, je vais essayer de te dire un peu comment moi je le ferais. Bah, Heu, comment si tu veux, on part de comment tu le fais pour les boîtes, tu vois? ouais, Que ouais, tu déjà accompagnes. alors, en gros, quand moi j'ai réfléchi parce que je me suis dit: «C'est quand même débile que moi j'ai ces intuitions, que je les vérifie pas et surtout que j'apprenne pas aux startups un peu à le faire». Donc en gros, je me suis dit, dans mon propre cheminement de solopreneur, je me suis dit: «Je vais passer de faire moi-même tout pour les clients, c'est bien, mais ça coûte assez cher quand même, hein». Parce qu'en gros, moi, ça coûte à peu près 4 000 € par mois pour que je prospecte des gens pour toi. Donc, il faut avoir un bon ticket moyen pour que ça soit rentable. Donc, moi, je fais plutôt des tickets moyens, 10, 15 000, 20 000 en B2B, tu vois. Comme ça, c'est rentabilisé quand je close un ou deux clients. Mais bon, tout le monde n'a pas les moyens de se payer ça. Donc, je me suis dit, je vais aider les startups à faire ça. Donc, j'ai posé un peu le concept. Et je pense que la première chose à faire, c'est faire un mapping de ton écosystème. Alors là, ça a l'air un peu fumeux vu comme ça, mais pas du tout. Le mapping, c'est ce que j'écrivais tout à l'heure, c'est parmi toutes les personnes qui t'entourent, les institutions, les concurrents, les intégrateurs, les contigus, c'est-à-dire des gens qui font un peu la même chose que toi, mais pas exactement, tu vois? Il faut que tu poses tout ça sur un mind map et que tu te demandes, à quoi ils peuvent te servir. Alors, est-ce que c'est tes concurrents? Est-ce que c'est tes opposants? Est-ce que c'est des activistes qui peuvent agir en ta faveur? Et cetera. Donc en gros, il y a quand on fait ce mapping, il y a à peu près 7 tribus, enfin, tu vois, différents, voilà. Il y a des financeurs qui peuvent t'apporter de l'argent, par exemple des institutions publiques. Il y a les activistes, les ambassadeurs qui vont pouvoir, être les ambassadeurs de ton produit et cetera. Et du coup, on va catégoriser tout ton espace, concurrentiel, client et tout ça dans ces tribus et en fonction de chaque tribu, on va pouvoir se fixer des objectifs. Par exemple, si tu as repéré 12 potentiels, services contigus au tien et ben, tu vas les contacter pour pouvoir faire des intégrations avec eux, pour pouvoir générer, du coup, je sais pas moi, plus de business, plus de users. Alors que si tu as repéré, je sais pas moi, 24 communautés, slash médias, communautés business, qui intéressent ton persona, là, tu pourrais les contacter pour faire du content avec eux, pour eux, par exemple un podcast, passer dans leur podcast, nin nin nin, pour faire de la notoriété sur ton produit ou même faire de l'affiliation. Tu vois, l'affiliation, c'est en fait un dérivé des partenariats. Comment Ouais, bien tu sûr. fais pour, faire des ventes, en automatique sans mettre d'argent? Bah, tu fais de l'affiliation. Mais avant ça, il faut, négocier ce partenariat d'affiliation. Donc je dirais Est-ce que aussi par exemple, je ouais, vois aux vas-y. États-Unis de plus en plus, des créateurs qui rentrent dans des boîtes. Donc tu vois, tu es créateur, de contenu, qui fonctionne plutôt bien en mode indépendant et donc tu as une boîte qui dit: «Bon, bah, écoute, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un partenariat où maintenant tu vas faire du contenu, allez, peut-être 30 de ton contenu pour nous». Ça rentre dans le partenariat ou Et oui. Et en fait, du coup, tu comprends un peu mon cheminement perso, c'est qu'en étant moi-même podcasteuse, en faisant du contenu, machin, et cetera, en étant moi-même solopreneur sur ça, je me suis rendu compte de la force, de ces partenariats de marques et du fait que, bah, quand tu as un influenceur qui partage un lien, qui te fait de l'affiliation vers ton produit, c'est tellement plus simple de vendre parce que c'est incarné, alors que toi, tu vas mettre le même pognon pour faire ta com de marque, ça va tomber à côté parce que le juridique aura pas validé ton message, machin, du coup, ça sera moins émotionnel et ça marchera moins. Donc en fait, la logique partenariale, c'est passer un petit peu plus de temps au début et derrière, faire des ventes automatiques. Donc qu'est-ce que tu préfères? Que ça te coûte plus cher au début et qu'après ça soit automatisé ou alors que ça te coûte tout le temps le même prix.
C'est un peu la différence entre une équipe partenariat et une équipe sales. Voilà. Alors après, c'est dans le meilleur des mondes, hein. Toujours pareil, il faut bien choisir les personnes et tout. Donc, tu me demandais les trucs concrets qu'on peut faire. Donc moi, je dirais faites un mapping et faites-vous une stratégie tout simplement des OKR en vous disant bon bah tribu par tribu, objectif par objectif, notoriété, produit et user, de qui j'ai besoin et qui je dois contacter. Et ça, après, c'est de la vente classique. Je mets dans mon CRM, par exemple, les revendeurs potentiels que j'ai identifiés, et puis après, bah, faut y aller, hein. Faut les appeler, faut leur envoyer des mails, faut avoir des rendez-vous avec eux. Donc là, c'est vraiment hyper classique sales. Tu as ton funnel, tu as ta liste de partenaires à négocier, et voilà. Après, il y a une deuxième technique, une fois que tu as ce mapping et ce plan d'action, ça va être de un peu, comment dire, d'avoir des techniques de vente indirectes qui sont pas tout à fait les mêmes que quand tu vas closer un client. Donc par exemple, dans les techniques de vente indirecte que tu peux apporter à ton équipe marketing, par exemple, c'est, comment je m'assure que, le partenaire, ça soit une approche win-win, tu vois? Tu vas devoir lui prouver, que ton produit est bon, mais aussi qu'il a un intérêt à être en partenariat avec toi. Donc par exemple, ça peut tu vois, ça peut être de dire, quand toi tu es petit et que tu vises un partenaire plus gros, quel est l'intérêt pour le plus gros d'être partenaire avec toi? Il s'en fout. Donc il va falloir que tu trouves des moyens de négocier pour que ça rende le partenariat irrésistible. Et un de ces moyens-là, c'est par exemple de dire, «Tu rien à perdre, je fais un article avec toi gratuitement» ou alors «Je fais un webinar auprès de tes collaborateurs gratuitement pour présenter ma solution». Ça, c'est une façon de négocier un partenaire quand on est plus petit que le partenaire avec qui on veut bosser. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme technique de vente indirecte? Il y a, par exemple, trouver un angle mort aussi chez son partenaire, quelque chose qu'il couvre pas du tout, où il est complètement absent et lui dire: «Bah, voilà, si on fait un partenariat ensemble, moi, je vais pouvoir t'apporter ça sur un plateau». Par exemple, vous trouvez un partenaire vous êtes fort sur un certain marché ou dans un certain pays, par exemple, et votre partenaire non, bah, vous devez mettre ça en avant, en fait. Un peu comme les briques d'un puzzle qui vont se compléter. Donc même si vous êtes beaucoup plus petit, mais que vous êtes en Allemagne et que le partenaire pas du tout, bah, vous allez lui montrer ça. Donc tu vois, je dirais que là, c'est plus des techniques de négociation presque que de closing et ça va être un peu, genre, rechercher le compromis quoi, le win-win. Mais je trouve ça intéressant parce que ça peut être, carrément, par exemple, à chaque fois une décision qui est assez difficile quand tu es Head of Sales, VP Sales ou même quand tu es CEO, c'est, bah, le changement de segment, tu vois? Tu as commencé un segment qui fonctionne bien, tu dois trouver un autre segment, soit c'est géographique, soit c'est, en termes de taille. Et je trouve que ça peut être aussi également intéressant, tu vois, d'avoir cette logique. Tu peux avoir commencé sans logique de partenariat, mais te dire, à partir du moment où je vais sur un autre segment, je peux commencer à réfléchir, à faire ce mapping et à se dire: «OK, je vais aller regarder toutes les personnes qui ont un angle mort». Donc en tout cas, je trouve que ça marche bien pour, la partie géographique, tu vois? Genre de se dire, voilà, moi j'ai envie d'aller, je sais pas, aux États-Unis. Bon, c'est plus difficile, mais bon, c'est ce qui fait rêver pas mal de gens, mais j'ai envie d'aller aux États-Unis. Du coup, bah, je vais aller regarder quelqu'un qui fait moins bien que moi, soit, ailleurs ou en tout cas sur son produit et cetera, mais qui est bien positionné aux États-Unis ou à l'inverse, peut-être qu'il voudrait venir en France et du coup, il peut avoir voilà, un échange de bons procédés, quoi. Je trouve ça intéressant, sur cette partie-là. Ouais et puis, bah, des fois, les trucs, les trous dans la raquette, c'est des trucs très simples, hein. C'est genre, tu veux, distribuer ton produit, dans les Fnac Darty, tu y es pas, tu vas trouver, bah, tu vois, tu vas prendre ce partenaire pour qu'il fasse de la distribution de produits à ta place. Donc, je veux dire, le partenariat, c'est pas forcément strato, hein. Ça peut être un truc hyper pratique, c'est genre, comment je fais pour être distribué à mes clients, le plus rapidement possible avec le moins de coûts, possible et voilà et souvent, en fait, il y a plein d'intermédiaires, faut les spotter, faut les identifier et après, faut leur donner envie de bosser avec vous et là, c'est pareil, c'est pas juste on va pas leur demander d'argent, on va leur demander de l'investissement pour nous. Donc c'est pour ça c'est encore plus dur à négocier, c'est que une fois qu'on se tape dans la main et qu'on fait un partenariat, là, le plus dur ne fait que commencer et c'est là que je voulais aussi, dire qu'il y a une technique particulière du pipeline de vente à maîtriser dans les partenariats, c'est l'implémentation. Donc tu vois, c'est dans le pipeline. Après la signature, il y a cette phase d'implémentation. Moi, je l'avais beaucoup chez Sixt. Elle pouvait potentiellement faire perdre des millions. C'est par exemple une boîte du CAC 40 te dit: «OK, on passe par Sixt pour louer vos voitures maintenant au lieu de Europcar», mettons. Ça, c'est la déclaration d'intention. Mais le temps que tous les DRH envoient le mail avec le code, le machin, que tous les salariés, dès qu'ils font leur prochain déplacement, prennent une bagnole Sixt, machin, il peut s'écouler, des mois et des mois si tu as pas un commercial malin qui organise des petits déj pour expliquer, comment louer chez Sixt et cetera. Donc tu vois, là, il faut beaucoup prendre en main cette phase d'implémentation et du coup, là, je pense qu'il faut être hyper strict dans les partenariats que tu crées. Rien n'est fait tant qu'il y a pas une première action qui a été créée ensemble. Donc
d'abord, s'engager sur une petite action, petite, mais qui va permettre tout de suite d'ancrer la collaboration et de voir si vous êtes fait pour travailler ensemble. Par exemple, le truc classique, c'est organiser un webinar ensemble, soit pour les collaborateurs, soit sur LinkedIn, ce que tu veux. Déjà, on va tout de suite voir si la personne, elle est sérieuse, elle est impliquée. Elle prend les 2 heures qu'il faut pour préparer le webinar, elle t'installe dans de bonnes conditions, elle te présente bien et tout. Si déjà là, ça commence pas bien, j'ai envie de dire, ne compte même pas sur ton lien d'affiliation, il va pas se vendre, enfin, tu vois? Et pensez aussi que dans l'implémentation, il y a plusieurs personnes à convaincre parce qu'il y a pas que le directeur des partenariats, il y a les autres autour et donc en interne, il va falloir aider la personne qui négocie le partenariat avec vous, mettons chez HubSpot, à, convaincre ses autres collègues, du marketing, des sales et des machins que vous êtes un partenaire digne de confiance. Donc tu vois, il y a un petit côté aussi réseautage, voilà, je pense que le comment dire? Le head of partnership, il doit faire une bonne carte des acteurs aussi et savoir bien identifier qui va influencer, les process de décision en interne et quitte à les mettre autour d'une table, en fait et voilà et 3e conseil, peut-être fixez-vous un objectif commun, ensemble. Par exemple, votre fameuse lien d'affiliation, vous voulez qu'il y ait combien de clics dessus? Qu'est-ce qui serait un bon résultat acceptable pour vous? À partir duquel un minimum, viable de partenariat, tu vois? À partir duquel tu te dis: «Bon, beh, OK, déjà, notre partenariat, il est validé». Parce que s'il y a pas de chiffres, comme dans tout truc de sales, bah, ça sert à rien de faire un partenariat. Alors, du coup, là, tu as dit plein de choses et du coup, j'ai plein de questions. On va du coup un peu revenir en arrière. Première chose, c'est-à-dire que sur la partie juste après l'angle mort, moi, en fait, ce qui je pense qui peut poser parfois un problème, c'est ce que tu dis, c'est je pense de manière juste, l'implémentation est hyper importante, mais avancer à la partie contrat sur justement, pour toi, un contrat dans le cadre justement de partenariat, c'est quoi, que tu dois mettre dedans pour être certain que l'autre personne joue le jeu? Heu, ou est-ce que c'est juste un truc que tu fais comme ça et finalement qui a pas de valeur juridique? Tu vois? Alors, là, il y a deux écoles, enfin, il y en a plusieurs. C'est un peu la complexité du fait que c'est un peu nouveau tout ça. Moi, j'ai interviewé des head of partnership de grosses, scale-up en France parce qu'il y a une communauté qui s'appelle Partnershift où ils sont réunis, un Slack et tout, OK. donc on discute et comme j'ai créé une formation, pour LinkedIn Learning sur ce sujet des partenariats, comment créer des partenariats en entreprise, je suis allée interviewer les bestes et là, 2 sons de cloche. Ils m'ont dit: «Soit tu fais un contrat, c'est service juridique pour être sûr que c'est bordé». Donc, tu vois, pour être sûr que c'est valable et la plupart m'ont dit: «Tu commences sans contrat». Parce que si tu commences à faire un énorme contrat, c'est un peu ce que je te disais sur l'implémentation, avant même d'être sûr que le partenariat fonctionne, ça sert à rien. En gros, tu vas perdre ton temps. Donc, je dirais moi, c'est l'entre-deux. Je pense qu'il faudrait faire presque un peu une, term sheet, c'est-à-dire d'abord, un mini contrat qui précise le premier cadre du premier truc que vous allez faire ensemble, par exemple ce webinar ou aller sur un salon ensemble et co-animer un stand. Et après, si ça c'est validé, on fait le vrai contrat de partenariat annuel, tu vois? Et là-dedans, il faut mettre, qui est responsable du partenariat, quels sont les objectifs du partenariat, comment seront communiquées, les informations, très important, par exemple, les visites sur le site, et cetera et bien sûr les modalités de partenariat, donc soit les pourcentages de remise, les pourcentages d'affiliation et ça, c'est presque un deuxième document que j'incite toutes les boîtes à se créer. C'est le Partners Programme ou Referral Programme, dans la langue de Shakespeare. Donc c'est un peu en gros, c'est ta lettre d'intention où tu vas dire: «Si vous voulez être partenaire de ma boîte, voilà les conditions que je vais vous offrir» et ça, tu as déjà dû en voir passer. Ouais, Vous ouais, serez ouais, clairement. partenaire bronze si vous m'envoyez, 100 clients par an et vous aurez tant de pourcents, partenaire silver, partenaire or. Et certaines boîtes le font. En B2C aussi, c'est important. Par exemple, c'est un peu le programme de fidélité. Voilà, donc c'est l'émanation du programme de fidélité, mais version partenariat. Et quand tu poses ça sur le papier, déjà, ça te fait réfléchir et tu verras si tout le monde dans la boîte est d'accord. Parce qu'il y en a qui vont dire: «Ouah, payer 10% pour un apporteur d'affaires, c'est trop cher». Et toi, tu vas dire: «Bah ouais, mais tu préfères ça ou avoir rien?» Ou alors que ce soit un sales qui doive passer, X temps à prospecter ce client. Et ça permet aussi de mettre sur la table des fois les coûts d'acquisition qui sont quand même élevés. Et en fait, ça me fait penser à quelque chose. Alors, je sais pas si tu le mettrais là-dedans, mais je pense que toutes les boîtes, dans la HR tech ont ce problème. Grande, scale-up, petite. Moi, je l'ai eu, c'est, les agences de communication RH. Je sais pas si tu connais, mais du coup, en fait, l'idée, c'est, effectivement, beaucoup de boîtes font une grosse partie. Alors celles qui sont il y en a qui font 50 de leur chiffre d'affaires grâce à ça.
Mais je sais que moi, au départ, au tout début, quand j'ai lancé la boîte, j'avais énormément de mal parce que parfois j'allais attaquer une boîte. Cette boîte était dans le portefeuille de cette agence-là et donc du coup, pour pouvoir signer cette boîte, tu devais donner 10-20. Bref, c'est tout un monde. Mais du coup, je sais que une des choses qui a marché à un moment donné, c'est quand j'ai accepté ce truc-là, ce deal, c'est de dire: «En fait, je vais perdre de l'argent pour en gagner». En réalité, ça venait pas de moi, mais ça venait d'une personne qui connaissait bien ce milieu et qui avait déjà mis en place, ce genre de partenariat avec elle, avec ses agences et du coup, en vrai, au départ, j'étais un peu agacée en me disant: «Mais en vrai, c'est un truc qu'on pourrait faire nous-mêmes si elle sales». Mais en fait, il y a plein de clients qu'ils ont réussi à avoir qu'on n'aurait jamais eu ou bien qu'on aurait eu au bout d'1 an, ou au bout de 2 ans, où on n'avait pas justement cette confiance et cetera. Par contre, ça demandait de donner 10-15 et parfois sur certains deals, en fonction des montants de deal, Mmh. parfois, ça pouvait être, Plus. 20 Ouais. effectivement. Heu, la problématique, je te pose alors, peut-être que tu auras des choses à dire là-dessus, mais parce qu'au départ, tu râles un peu à donner, ce pourcentage-là. Mais la chose, en fait, pour moi, qui a été le plus difficile, c'est que même quand tu vois que ça marche, la le point difficile, c'est l'animation. Mmh. Du coup, quand tu dis: «OK, moi, je pense que je serais plus team, genre, je mets pas en place de contrat et je commence à mettre comme tu dis, les premières briques et commencer à faire des premières actions» et je pense que tu as raison là-dessus. Mais comment tu fais pour aller sur la second step, tu vois? Ouais. Genre, parce que quand tu as plein de partenaires, il faut gérer un peu ton pipeline. Les gens n'ont pas forcément la même temporalité que toi. Comment tu fais, l'animation, en fait, justement, de ce réseau? Alors Quelles ça, sont c'est les idées que tu peux mettre en place? c'est super intéressant. Moi, j'ai exploré ça quand j'ai fait, l'animation des franchisés, pour Sixt Ouais. et tu vois, c'est typiquement un truc Ouais. de partenariat. En fait, en gros, ils ont rien inventé les Américains, on fait ça depuis longtemps, Mmh. mais si je te dis franchise, ça fait très old school, mais en fait, il y a plein Mmh. de boîtes qui aujourd'hui, même des startups, mériteraient de se franchiser pour aller plus loin. Bon bref, parenthèse refermée et du coup, typiquement, c'est un truc où tu dois réfléchir à comme du management, transverse. Donc moi, j'étais manager hiérarchique, mais aussi manager transverse. Donc quand tu es manager transverse, tu dois motiver des gens qui ne dépendent pas hiérarchiquement de toi à faire des trucs. Donc quelles sont les techniques? Voilà, tu peux lire des milliers de bouquins. Tu peux lire, «Influence et manipulation» de Cialdini pour avoir des techniques d'influence, donc Ouais. c'est-à-dire faire bouger les gens pour leur bien, même s'ils n'ont pas envie. Tu peux te faire un plan d'animation, comme un peu des routines managériales. Donc moi, je conseille vraiment à peu près les mêmes trucs que dans le management classique, parce que loin des yeux, loin du cœur. Donc faire un point mensuel avec ton partenaire, par exemple. Décider de faire un événement trimestriel ensemble. Se fixer des objectifs, avoir des canaux plus informels, l'inviter au resto, l'inviter à ta soirée d'entreprise ou quoi. Nous, on faisait beaucoup aussi de soirées avec nos partenaires. Tu vois? C'est-à-dire qu'en gros, le partenaire devient presque aussi important que tes clients. En fait, il est là à tes soirées, quand tu payes le champagne et que tu fais un truc avec eux. Et du coup, je pense que tout ça, ça se met dans un CRM, potentiellement, ou un plan d'action commercial, à voir ce que tu utilises. Et j'ai pas encore geeké trop sur les PRM, les Partnership C'est Relationship ça que j'allais te poser la Management question des tools. Manager. Voilà, et ça, Ouais. apparemment, c'est des nouvelles formes de CRM et j'imagine, ouais, parce que du coup, c'est pas tout à fait les mêmes occasions qu'avec un client lambda. Et une partnership manager me disait: «Bah, moi, par exemple, WhatsApp, c'est super important dans ma communication parce que tu échanges presque avec un homologue, donc c'est plus informel, mais voilà, tu actives et donc peut-être un petit peu plus informel et un peu d'événementiel aussi, tu vois, qui va peut-être un peu changer d'un sales, classique». OK, Heu, c'est très intéressant ce que tu dis parce que bon, je pense que enfin, j'ai quand même pas mal géré des CRM et j'ai l'impression que sur la partie partnership, tu devrais tordre, enfin, tu vois, genre, je sais rien. Peut-être qu'en fait, si tu contactes, tous les services, ils auraient un truc là-dessus, mais je pense qu'effectivement, c'est peut-être, un outil différent. Mais en même temps, pas si différent que ça, parce qu'il faut quand même que tu regardes le lien, notamment, avec tes ventes et que tu sois capable vraiment de linker les choses. Mais alors, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin là-dessus, là, sur cette partie-là, animation, avec un truc très concret. mmh, Moi, j'ai accompagné, dernièrement une boîte qui faisait exactement ça, qui animait un réseau, et du coup avec, plusieurs personnes. Il est pas le manager direct. Par contre, ces personnes-là sont extrêmement importantes dans sa capacité à faire le chiffre. mmh, Mmh, une des choses, qui moi me posait question, c'est comment tu fais parce que tu as quand même une pression du chiffre, hein. mmh. Pour justifier en fait, justement, bah, quand en fait tu vois qu'il y a pas assez il y en a un qui joue pas forcément le jeu, quels sont tes leviers que tu peux avoir
au-delà du contrat ou je sais rien, voilà, pour, mettre une pression, mais tu pas le lien hiérarchique donc oui, effectivement, tu les conseils de Cialdini, mais est-ce que c'était déjà arrivé, de devoir peut-être, arrêter un partenariat ou de devoir peut-être, enfin voilà, c'est quoi les leviers qui sont possibles? Ouais, ouais, bah, carrément. Mais en fait, c'est vraiment presque comme manager une équipe, sales, mais juste qu'elle est externalisée, tu vois? En Oui, quelque c'est ça sorte. le problème, c'est ça l'externaliser et donc du coup, tu peux pas mettre enfin, il y a des dans quand tu as une équipe sales, tu peux recadrer tes sales, dans Mmh. toute la bienveillance possible, mais tu Mmh. peux, dire: «Bon voilà, en fait, j'ai joué le jeu, tu as tout un cadre, voilà, tu as tout ça, tu as tout ça, tu as tout ça. J'ai joué le jeu, maintenant, voilà, on a un deal toi et moi, c'est que, voilà, tu fasses cet objectif-là et voilà, moi j'ai une promesse, c'est que je ferai tout ce que tu as enfin, je mettrai tout en place pour, que tu réussisses. Mmh. Mais toi, de ton côté, tu dois mettre tout en place pour pouvoir réussir, même si évidemment on maîtrise pas l'output. Mais En là, dans fait, ce cadre-là, elle est même pire, c'est même pire qu'une équipe externalisée. Parce qu'une équipe externalisée, mettons des freelances ou une boîte, qui fait ça, tu la payes. Donc si, tu es pas content des résultats, ça dégage. Alors que tes partenaires, ils dégagent pas. Genre en plus, tu les payes pas. Donc tu les payes pas upfront, tu es d'accord? Donc en fait, c'est 100 sur le bon vouloir de la personne et c'est pour ça que moi j'incite et moi j'ai bien aimé mes expériences de management transverse parce que c'est pareil. Ils ont pas besoin de toi, mais toi tu as besoin d'eux. Donc c'est vraiment hyper, déséquilibré et moi, j'incite du coup à activer la motivation intrinsèque et là-dessus, il y a beaucoup de science, donc c'est pas compliqué. Il y a 3 compétences à motiver pour que, les gens se motivent eux-mêmes pour faire le truc. Un, développer leurs compétences. Donc s'ils ont le sentiment d'apprendre des choses avec toi, alors tu as déjà gagné un tiers du chemin. Donc par exemple, fais des webinars réguliers, va les voir en coaching, apporte-leur des choses, prépare-leur des templates, des méthodes de vente. Les gens, ils seront contents. En plus, les revendeurs, tu vois, c'est pas ceux qui sont souvent les mieux formés, parce qu'ils sont un peu indépendants et tout ça. Donc, 1, tu leur développes leurs compétences, invite-les à des conférences, tout ça. Deuxième critère, favoriser l'autonomie. Donc, il faut qu'ils aient tout ce qu'il faut pour travailler pour toi en autonomie, qu'ils aient pas besoin de t'envoyer 4 mails pour avoir le contrat, machin. Donc fais-leur une boîte à outils, mets-les bien, tu vois? Dis-leur que c'est les chefs de leur machin, demande-leur quel objectif ils veulent se fixer, tu vois? Vraiment implique-les à fond, qu'ils aient vraiment l'impression d'être chefs de leur, business unit et le troisième point, c'est l'esprit d'appartenance à un groupe ou à une tribu. Et donc pour faire ça, bah, c'est un peu comme dans les équipes classiques, hein. Est-ce que vous faites des apéros? Est-ce qu'il y a une communauté? Est-ce qu'ils sont récompensés parce qu'il y a à la fin, il y a le diplôme des meilleurs partenaires au même titre que tu vas récompenser tes meilleurs sales? Est-ce qu'ils viennent à ton sales, gala? Est-ce qu'ils ont des points? Tu vois tout ça? Est-ce que peut-être vous faites un voyage ou une bouffe avec eux à la fin de l'année, juste comme ça parce qu'ils sont partenaires? Donc voilà, je vais te dire, c'est pas des recettes miracles, ah non, mais c'est mais très, très bien. En fait, ça permet déjà de te dire, et moi, ce que je trouve, très intéressant et le point sur lequel je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pêchent, c'est sur cette fameuse boîte à outils. Où quand tu dis, en fait, faut pas que les gens aient à te parler tout le temps et l'impression et cetera, donc de les rendre les plus autonomes, de travailler tes process, donc c'est important parce que c'est pas comme si c'était quelque chose qu'il fallait mettre, en place comme ça et ça justifie encore plus d'avoir quelqu'un qui soit vraiment référent, senior, qui sait mettre en place des process, qui sait les éprouver, qui sait itérer. Enfin, tu vois, genre, pour moi, et ça puis c'est presque, j'allais dire pour combiner du coup, esprit d'appartenance, autonomie, apprentissage, ben, co-construire les process avec tes partenaires, ce serait encore le top. Comme ça, tu as pas besoin de passer trop de temps à créer les process, tu les mets autour d'une table, tu dis: «Bon, bah, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour vous aider à réaliser plus de ventes sur mon produit? De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce qui peut être le plus pratique pour vous en un minimum de temps pour faire nos chiffres? Quel objectif vous trouvez, logique d'atteindre par quarter?» Puis voilà, enfin, je te fais un peu le panorama classique du manager moderne. J'espère que les gens managent comme ça maintenant, tu vois? Mais mais c'est pas ce que j'ai vu dans toutes les boîtes non, c'est pas et ce que je vois dans toutes les boîtes non là, plus, faut se dire que là, mais mais par manque de temps. C'est pire par qu'un manque de temps. manager, la personne s'en fout de toi. En gros, c'est le déséquilibre total du partenariat et donc c'est vraiment à toi de donner des gages que ça va être intéressant de bosser avec, sinon, la personne, elle va continuer à vivre sa life où tu fais pas partie de son équation. Tu parlais de reward et en fait, j'aimerais te savoir si dans le cadre de ce type de stratégie parce qu'à un moment donné, tu peux vouloir défendre un produit et il va falloir que tu vois si, en fait, ce produit, qu'est-ce qu'il apporte? Est-ce qu'il est cool et cetera? Tu peux avoir et ça, c'est une situation, j'ai déjà entendu cette situation, dans le cadre, de ce type de stratégie où finalement le réseau, se
Voilà, se désolidarise un peu parce que, bah, les retours clients sont pas fous, quoi. Sont pas super bons, et du coup, enfin, tu vois, tu as l'animation de ce réseau-là, mais ce réseau-là continue à parler avec ses clients, c'est un apporteur d'affaires et donc si tu es pas super bon dans l'impact que tu proposes, pour tes clients, tu as un problème. Est-ce que toi, dans ce cadre de stratégie, tu communiquais des chiffres, par exemple, sur la satisfaction des clients, sur, peut-être le renouvellement des clients, au-delà du chi et puis aussi également peut-être aussi comme reward, sur le chiffre qu'ils apportent. Voilà, tu as déjà donné Mmh, les éléments sur, mmh. apporteur d'affaires, du mois, mais sur la partie, satisfaction, est-ce que tu penses qu'il faut pour, améliorer l'appartenance, tu vois? Ouais, ouais, bah, à mon avis, tes revendeurs, ils ont les mêmes critères que tes commerciaux, donc il y a toujours une partie qualité, par exemple, tu vois, NPS ou quoi, qui est incluse dans le calcul de la rémunération variable, par exemple. Donc ça, moi, je pense qu'il faut pas en faire abstraction parce que, enfin, tous les commerciaux doivent être logés à la même enseigne et si ton truc est mal vendu, ça va faire derrière des pénalités en termes de fidélisation client. Voilà, tu veux dire leur satisfaction à eux ou la satisfaction des clients? La satisfaction des clients. Voilà, oui, bah, donc tu l'inclus dans ton équation, tu l'inclus dans tes objectifs de négociation. C'est un peu comme si tu fais un ouais, un d'autres types de partenariats, par exemple, un partenariat de produits avec, une feature. Si tu as pas une notion de satisfaction ou de taux d'adoption du truc là, beh, ça sert à rien de la développer donc, au revoir, on arrête le partenariat. Donc je pense que oui, oui, il faut intégrer des métriques, financières, mais aussi, de satisfaction client. Et c'est quoi les KPI justement que tu recommanderais de suivre dès le départ quand tu mets en place ce type de stratégie? Notamment, je le dis parce qu'on vit pas dans le monde, enfin surtout en France quoi, on vit pas dans le monde de bisounours. Le CEO il aura besoin de voir, OK, est-ce que ça avance, et Mmh. cetera. Hem, du coup, toi, c'est quoi les chiffres les KPI que tu Ouais. dirais qu'il faudrait suivre pour pouvoir justement dire: «Ça avance»? Alors, moi, ce que je sais, c'est que, bah, la loi de Pareto s'applique aussi aux partenariats. Donc, 80 de la thune que vous allez générer, ça va être sur un partenaire. Donc, ce qui va être difficile, c'est de trouver ce partenaire. Donc, au début, vous allez devoir, voilà. Et après, du coup, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est une fois que vous avez trouvé votre partenaire vache à lait, va falloir l'activer, l'implémenter à fond pour qu'il vous fasse 80 de vos chiffres. Donc ça, c'est la première logique pour un CEO, tu vois? La deuxième logique, néanmoins, c'est le new business, c'est-à-dire d'aller chercher suffisamment de nouveaux partenaires pour trouver cette future vache à lait. Et puis, le marché peut changer. Si demain vous changez de segment, peut-être que vous aviez votre vache à lait sur le SME et demain vous allez voir aller sur les grands comptes, donc ça va être un autre partenaire. Donc, sales classique, activité sales. Combien de contactés? Combien de rendez-vous? Quel taux de closing, et cetera. 3e critère, l'implémentation. Par rapport aux objectifs fixés dans le cadre du partenariat, on en est où? Est-ce qu'on est à 5 d'implémentés, 90? C'est-à-dire, si vous deviez faire 100 000 avec le partenaire et que vous êtes à 1000, il y a un problème. Voilà, donc il faut OK. des chiffres, OK? Et après peut-être, il y a des partenariats autres, produits, images et tout ça, donc là, il y aura des KPI adaptés, au type de partenariat que vous visez. Parce que si vous faites un partenariat sur un contenu, vous allez viser quoi? Un nombre d'impressions, un reach, un taux de téléchargement d'un freebie, ce genre de choses. Donc ça sera vraiment aux experts du métier de vous donner des idées, mais toujours, toujours un KPI, voilà. Et enfin, le dernier, c'est peut-être, adéquation des partenaires avec la stratégie, ou peut-être le premier. C'est-à-dire évidemment, il y a un plan de prospection des partenaires stratégiques et on vise ceux-là. Donc moi, je conseille de se lister les 100 partenaires prioritaires avec qui on veut faire du business, pendant toute notre vie d'entreprise. Et puis, bah, votre partenaire manager ou votre sales, tant qu'il a pas ses 100, bah, il continue à les attaquer parce que c'est bien beau d'avoir des petits partenaires à droite à gauche, mais si c'est pas celui qui va te faire, croître le plus sur ta cible, c'est aussi un peu un danger, tu vois, qu'on procrastine, on va en chercher d'autres, mais qui sont pas, le plus gros qu'on veut attraper, quoi. Trop bien. Alors, je vais te poser d'autres questions parce que je suis curieuse et j'ai jamais mis en place vraiment, ce type de stratégie. Pour toi, alors, du coup, ce que je comprends, c'est que, du coup, ces KPI, tu les mets en place pour chaque partenaire pour pouvoir aussi également identifier ceux qui t'apportent le plus et cetera. Tu as beaucoup parlé d'implémentation, on a parlé d'animation. C'est la même personne ou tu dois avoir comme, une espèce de mini,
enfin, tu vois, dupliquer une mini équipe business, c'est-à-dire, j'ai, du coup un head partnership, j'ai peut-être un guys qui va faire des rendez-vous avec les partenaires et puis j'ai le CSM, enfin, je sais pas si on l'appellerait CSM, je sais pas comment on l'appellerait, mais celui qui s'assure en fait que, les partenariats, bah, on active bien, qu'ils sont satisfaits, qu'ils sont contents et pour les pousser, dans la durée. Heu, Bah, en si fait, on peut faire les 2. Moi, j'aime bien que ce soit la même personne. Alors certes, ça demande des compétences plus élevées, mais pourquoi j'aime bien? Parce qu'il y a un autre énorme problème des partenariats en entreprise, tu as dû le voir, c'est la je te passe la balle et après c'est toujours la faute de l'autre. Ça, c'est trop chiant. Genre, ouais. c'est la faute du sales, il m'a pas assez prospecté de nouveaux partenaires, c'est la faute de l'équipe marketing qui a pas fait assez de webinars, c'est la faute de trucs. Ben, écoute, au début, là, on parle à quoi? Des startups, des scale-up, ça va, on peut gérer un portefeuille perso. Moi, j'impliquerai la personne sur toute la ligne pour être sûre. Et après, par contre, la personne responsable, elle s'associe avec d'autres talents dans l'entreprise pour emmener avec elle. Elle va venir faire un petit déj chez le partenaire avec le co-founder. Elle l'emmène, tu vois? Mais elle est responsable, quoi, du truc, parce que sinon, ça va diffuser les responsabilités. Moi, je trouve qu'un objectif qui a pas de responsable, sur le KPI, c'est dangereux, quoi. Ça va être toujours la faute de l'autre service, antagoniste, qu'on va critiquer. OK. Hem, dernière question parce que, je sais que ton temps est très précieux. Du coup, sur la partie, prospection, j'aimerais plus revenir peut-être, en amont. C'est-à-dire que, oui, c'est comme la partie sales, par contre, comment tu quelle est l'approche en fait que tu as? Sur la partie sales, bon, même si les approches aujourd'hui sont à revoir, bon, on a suffisamment d'expérience, on voit un peu comment ça marche. Hem, J'essaie de me projeter, de me dire: «OK, si demain j'ai ma liste des 100 personnes, avec cette répartition dont tu as dit par tribu, OK, là c'est, du média, là c'est du produit» et cetera. Comment je les approche? Parce qu'on a le même problème, tu vois? Peut-être que la personne que tu vas identifier, voilà, c'est qui les personnes que tu identifies en interne, voilà. Bah, écoute, je vais te donner quelques petits conseils pratiques en repensant mes dernières missions de prospection. Et beh, je le fais pour moi. En plus, moi, je prospecte aussi mes propres partenaires pour mon podcast et même pour mon collectif de freelance où je suis aussi head of Ouais. partnership. Donc, tu vois, j'essaye de faire des partenariats avec des boîtes, d'autres collectifs, des plateformes de freelance, tout ça. Premier conseil, si vous avez des partenaires assez gros en tête, ils ont sans doute un responsable partenariat. Donc, 1er persona que vous pouvez viser, le point d'entrée, c'est votre homologue, quoi. Donc, tu vois, head of partnership, partnership manager, responsable des partenariats, enfin tous les synonymes là que tu vas pouvoir utiliser sur LinkedIn en fonction de si c'est une, scale-up à l'américaine ou si c'est plus un grand groupe, tradi qui parle en français. Donc déjà, tu peux regarder ça, c'est ton premier point d'entrée, ce sera le plus simple parce que vous avez les mêmes objectifs et les mêmes difficultés, donc voilà. Par contre, le problème, c'est qu'il y en a pas dans beaucoup de boîtes puisque c'est ce Bah qu'on a oui, fait en début de ouais. d'épisode. Donc là, il y a des personas potentiels ou assimilés. Alors vraiment, c'est varié. Par exemple, moi, dans les médias, c'est, responsable du brand content, responsable de la communication, qu'est-ce que j'ai vu? Responsable du paid media. Donc ça, c'est par exemple pour responsable marketing, bien sûr. Mais ça peut être aussi, revenu manager pour les trucs d'affiliation, product manager pour les features. Donc en fait, voilà, là, ça va être à toi de faire ta petite enquête de Sherlock Holmes en te disant: «Alors attends, je veux négocier avec lui, qui est la personne la plus susceptible?» Et après une deuxième astuce que je te donne qui est cadeau, moi j'attaque avec, l'angle mort. C'est-à-dire, j'attaque pas par un message à la con, «Oui, on pourrait avoir des synergies, rencontrons-nous». Ça, c'est horrible. Tout le monde vous déconseille de faire ça, mais vraiment à chaque fois, Non, 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 en fait, on le dit pas assez et puis en vrai, la vérité, c'est que justement, si je te pose la question, c'est que moi-même, je me disais: «OK, tu vois, si les responsables marketing et les responsables communication, c'est comme les DRH, c'est les gens les plus sollicités, oui. qui peuvent exister». Alors que tu leur vendes quelque chose ou que tu leur vendes pas quelque chose, tu vas leur prendre du temps. Donc pour eux, il y a déjà, en fait, ce truc où tu as des chances qu'ils te répondent pas et cetera. Donc c'est pour ça que je pose vraiment te poser la question de Et qu'est-ce qui fait que tu peux leur dire: «OK, viens, on va se parler, ça va». bah, je vais te donner donc l'exemple de l'angle mort. C'est tu penses très, très fort à ce que tu vas apporter comme brique du puzzle que l'autre a pas, d'accord? Et tu vas lui dire. Donc tu vas lui dire par exemple
J'ai vu tout ce que vous faites sur les grands groupes, par contre, j'ai pas vu trop de trucs sur les SME, à l'international, nous, on est super fort sur cette cible, je me demande s'il y aurait pas un truc à faire entre nous, pour vous aider à, conquérir cette cible de, je sais pas, des experts comptables, du machin, de l'Allemagne, du truc et là, hop, tu mets un peu en tu valorises un peu déjà que tu as vu sa stratégie, que tu l'as comprise et décortiquée, tu as fait te ton job, due diligence. Après, tu lui montres ce que tu peux lui apporter sur un plateau et ensuite tu laisses open quoi, un peu sympa, genre, Mmh. ça vous dit qu'on en Il y a peut-être un discute? truc à faire ensemble, ça fait beaucoup moins Voilà, il y a sales peut-être que un truc à est-ce faire qu'on ensemble. est-ce est-ce qu'on se prend 15 minutes pour parler et cetera? OK. Ça et moi là, par exemple, ça avait marché, mon dernier brand content que j'ai fait avec le board, c'était, Abi, les micro-entreprises là, donc moi le Mmh. board, c'est un podcast sur les freelances. Je leur ai dit: «Je vous ai pas entendu trop parler du side freelancing ou du side entrepreneur», alors que pourtant je pense que quand on est salarié et qu'on ouvre sa boîte en parallèle, on ouvre une micro, donc ça serait peut-être à mon avis un de vos personas. Ils m'ont dit tout de suite: «Oui». Enfin, tu vois? Ils m'ont dit: «Ah Mmh. bah oui, c'est sûr». J'ai dit: «Bah, on pourrait faire un épisode sur ce persona, on pourrait parler d'eux, da blablabla» et tu vois? C'était bien mieux que de dire, «Bonjour, je cherche un sponsor, est-ce que vous voulez me payer?» quoi. Enfin, tu vois? Bien C'est sûr. ça aurait pas marché comme ça. Donc ouais, l'angle mort et après, moi, j'aime bien leur faire visualiser à quoi ça pourrait ressembler. C'est peut-être un deuxième truc. Quand j'avais fait ça, j'avais fait chercher des sponsors pour, le Gorafi, tu vois? Donc c'est les gens connaissent, c'est intéressant. Je leur donnais des exemples. Je leur disais, bah, je sais pas, j'avais écrit à Payfit, j'avais dit: «Bah, Payfit, moi, ce qui me vient tout de suite, ça pourrait être rigolo, on pourrait faire un article sur une note de frais datant du Paléolithique, retrouvée dans les placards de la compta», tu vois? Et là, forcément, mon message, j'ai obtenu un rendez-vous, tu vois? Ça Bien s'est sûr. fait après plus tard sur un autre sujet, mais j'ai rendu palpable, le truc qu'on pourrait faire ensemble. Parce que synergie, c'est pas palpable, on s'en fout, ça veut dire perte de temps. Oui, on peut Alors avoir des que synergies avec tout le monde, quoi. Mmh. aller sur un forum ensemble, partager les coûts, faire une maquette, par exemple, vous pouvez mettre les 2 logos, et envoyer une petite photo de à quoi pourrait ressembler votre produit co-brandé. Faites tout ce qui rend un peu palpable le truc, je pense que ça pourrait être cool et ça vous prend quoi? 5 minutes d'inventer un truc sur un petit coin de truc, de designer un truc, quoi. Super. Écoute, bah, en tout cas, merci pour cette dernière, partie qui apporte grave, de la valeur. Du coup, bah, on va conclure. Si quelqu'un là, t'écoute et a vraiment envie sérieusement d'investir sur la partie partenariat, c'est quoi le dernier conseil que tu lui donnerais? Celui qu'il devrait retenir? Je pense que c'est, réfléchir avec l'organisation qu'il a et les moyens qu'il a, aux trucs qu'il peut faire de plus accessible. Donc, voilà, soit prendre quelqu'un en interne pour lui donner cette mission, ce scope, soit recruter un externe aussi potentiellement pour lancer. Parce que moi j'aime bien par exemple lancer ça chez le client et après une fois que c'est lancé, bah, tu peux le refiler à tes sales. Mais tu vois, tout le truc du début, la stratégie, la négociation, le contrat type, le mapping, le plan d'action, c'est bien, Ça tu peux le s'improvise faire pas ça. avec un freelance, même pas forcément moi, tu vois? Quelqu'un d'autre de spécialisé et au moins tu es lancé. Voilà, donc ça peut être une bonne piste avant de recruter quelqu'un. Commencez pas direct par recruter quelqu'un, que vous allez mettre 6 mois à recruter le mouton à 5 pattes, vous allez vous décourager parce que c'est une fonction pas très connue en France. Commencez avec ce que vous avez, commencez à rajouter des petites briques de compétences à vos sales. Peut-être qu'on peut former vos sales aussi. Moi, je le fais souvent parce que tu as forcément un account manager qui est un peu capé, qui connaît bien le marché. Lui, il pourrait, évoluer aussi en partnership manager. Ça lui donnerait des nouvelles perspectives. Peut-être que ça va vous permettre de le garder plus longtemps. Je vais me contredire, j'ai une dernière question. Quelqu'un qui voudrait être Head of Partnership, Yes. c'est quoi qu'il doit développer comme compétence? Parce que oui, tu as les compétences sales, mais j'ai l'impression que tu as autre chose que toi tu as, qui est un truc où j'ai l'impression que tu dois parler avec des gens tout le temps. C'est un peu, Mmh, l'image que j'ai de toi, de oui. parler avec des gens tout le temps, de réfléchir à tout le temps aux synergies, de réfléchir à tout le temps, Mmh. voilà. C'est quoi que comment on arrive sur ce poste et comment enfin, peut-être qu'il y a des gens qui voudraient se vendre, tu vois, sur ce poste parce que parfois tu as des gens, c'est des bons sales, mais c'est pas des gens qui ont envie Mmh. de, tu vois, de performer toute leur vie dans la partie sales et ils aiment bien justement je sais pas si tu as lu le livre, Challenger Sales, on dit que justement les gens qui aiment les relations, c'est les plus mauvais sales. Tu vois, genre les relation builders, tu vois? Ceux qui, Ah oui, ça dans ce livre, m'étonne j'aime pas. bien et en fait, justement que le meilleur des sales, c'est, le challenger sales, celui qui challenge Ouais, et est-ce que c'est j'aime beaucoup pareil? cette question. Moi, je vais te donner 2 trucs qu'on m'a dit sur moi.
parce que c'est pas évident de savoir. Moi, j'ai été pas Oui, bien sûr. prédestinée. D'ailleurs, en fait, j'ai trouvé vraiment par hasard que quand j'ai lu les trucs d'écosystème Led Growth, je me suis dit: «Mais putain, mais c'est ça que je fais», tu vois? Ça, c'est assez cool quand ça t'arrive et tu te dis: «Putain, des gens ont théorisé un truc que moi, je pensais faire». Bon bref. Moi, il y a 2 choses qui me caractérisent. C'est un, mon passé de manager. Donc moi, je suis une manager opérationnelle, je sais manager, je sais articuler, organiser, implémenter. Donc tu vois, tout ce qu'on disait sur les routines, les points d'étape, les machins, ne pas lâcher la personne jusqu'à ce que ça arrive. Les sales et le management, il y a un point commun quand même, hein, c'est Mmh. vraiment ce côté manager ton client jusqu'à ce qu'il arrive du point A au point B. Donc quelqu'un qui a un profil comme ça, manager opérationnel pourrait être bon, je pense, parce qu'il y a beaucoup d'opérationnel aussi dans l'implémentation des partenariats. Et après, le deuxième truc qu'on me dit souvent, c'est: «Tu fais du marketing». Alors que moi, j'ai jamais fait de marketing, je suis sales, mais je Ouais, pense mais que j'ai un je pense que tu es bien ce genre de profil hybride, pour moi, j'ai un je petit vois très côté bien. hybride, ouais, j'ai un petit Mmh. côté le cul entre 2 chaises, j'aime bien, machin et du coup, je suis quand même intéressée, tu vois? Et le marketing, je pense, c'est le côté, être ouvert sur le fait qu'un partenariat ne rapporte jamais que son objectif principal, il y a toujours des objectifs connexes. Par exemple, tu peux faire un peu d'affiliation et beaucoup de notoriété, ou alors, je sais pas moi, une feature et en plus quelques clients en plus, tu vois? Donc, il faut se dire que tu as une vision un peu holistique et tu es pas que sales, sales. Parce que parfois sinon tu vas perdre un gros partenariat potentiel pour la boîte d'image, juste parce que le mec te rapporte 0 vente, alors que ça se trouve c'est, genre, Conto, et qui pourrait te rapporter en te diffusant sur, son site, énormément Complètement. de vues ou de visibilité. Donc voilà, Bah, je tu as sais pas répondu si à la ça question, super. Bah, écoute, merci énormément Flavie pour tous ces partages et puis, bah, écoute, à bientôt. trop bien et quand tu veux, je t'aide pour les partenariats pour vendus, hein. Carrément, carrément. Je pense que tu as plein de choses à faire, tu as un super potentiel, voilà, tu as ton média, tu as ton business, donc c'est parfait. Carrément. Terrain de Je jeu. suis en pleine réflexion là en plus. Ciao, ciao, à plus. Salut. Ciao, ciao. C'est déjà la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous repartez avec assez de matériel pour exploser vos ventes. Si vous n'en avez pas eu encore assez, abonnez-vous à Vendu dès maintenant sur votre appli de podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site web www.vendu.fr où vous trouverez plus de contenu. Par exemple, tous les 15 jours, je décortique une vente que j'ai conclue ou ratée de A à Z pour partager mes meilleures stratégies. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.